Bonjour, mon nom est Stéphane Demont-Langlois. Bienvenue au cours Sociocriminologie ou Théorie sociocriminologique CRI 3000. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation vidéo de ce qui va se passer dans ce cours-là. Plusieurs personnes pensent qu'un cours à distance, un cours électronique ou en ligne, c'est très impersonnel. On n'a pas de contact avec le professeur, évidemment. On est chez nous, on est dans un café Internet ou quelque chose du genre et on fait nos petites choses individuellement de notre côté et ça donne une expérience de cours passablement différente d'un cours qui est donné en classe. C'est vrai, évidemment, que l'expérience est différente. Ça, on ne peut pas se le cacher. Sauf que dans une classe comme ça, à 150, 180, la présence physique, l'expérience d'être là quand le professeur parle, c'est pas tout à fait la même chose. Hein? L'idée que vous allez avoir une expérience coupée sur mesure, qui est faite qui est individualisée, où vous avez une présence du professeur, une communication avec le professeur, je pense qu'elle est fortement diminuée par le fait que ça reste très impersonnel dans une classe comme ça, de toute manière. Donc, la conclusion, moi, à laquelle j'arrive avec tout ça, c'est que, en fin de compte, vous allez avoir une expérience, peut-être à distance, mais qui va être beaucoup plus personnelle, beaucoup plus directe avec le professeur et l'assistante qui est Joanie cette année, que si vous étiez dans une énorme classe de ce genre-là, enfoui avec 152, on est 153, avec 152 autres de vos collègues. Donc, je pense qu'il faut vraiment voir la classe virtuelle, la classe à distance, comme une expérience, évidemment différente de l'expérience en classe, mais qui a quand même tout un paquet d'avantages incroyables qui n'existent pas quand on est en classe. La beauté d'un cours comme ça, évidemment, c'est l'immense flexibilité que ça vous offre. Vous pouvez faire ça à votre rythme, n'importe quand, n'importe quel jour de la semaine. Contrairement à un cours où vous devez aller en classe, un jour précis, vous devez faire les lectures pour arriver à ce jour-là. Ici, vous n'avez pas ce rythme-là qui est imposé par l'institution. Sauf que, en contrepartie de ça, ça veut dire que vous devenez seul et unique responsable de votre travail, de votre gestion du temps. Si vous arrivez à la fin du cours et vous n'avez pas fini, il manque des morceaux, vous n'avez pas fait les lectures, vous n'êtes pas capable de répondre à l'examen, ça va être too bad. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous ne pouvez pas réétirer le temps. Hein. Vous allez avoir, si vous avez trop pelleté en avant, vous êtes allé en ski un peu trop souvent, vous avez remis à plus tard l'ensemble des lectures, vous allez en arracher royalement, en bon québécois, lors des examens. Ça, c'est sûr, c'est absolument certain. Donc, mais à ce moment-là, vous pouvez blâmer seulement que vous-même. Donc, pensez-y avant. C'est sûr que quand on parle, on le dit comme ça, puis tout le monde va dire, oui, c'est sûr, je vais m'arranger pour faire 10 lectures un jour avant l'examen. Et quand on le dit comme ça, ça a l'air super simple. Mais si on n'a pas l'expérience d'organiser son temps, si on est trop habitué au rythme institutionnel de l'organisation du temps, vous allez voir qu'il y a comme un flottement qui s'installe. C'est tellement tentant de remettre à plus tard. Enfin, je vous avertis tout de suite, mais comme je vous l'ai dit, vous êtes des adultes, vous êtes vaccinés. Donc, vous faites comme vous voulez, vous faites ça à votre rythme, au rythme que vous préférez. C'est pour ça, je pense que c'est une des qualités principales de ce genre d'enseignement-là. C'est justement le fait que ça a la flexibilité qui permet de s'adapter à n'importe quel contexte pour des personnes qui viennent d'à peu près n'importe où dans la société. Ils peuvent trouver un petit morceau de temps quelque part, ou 2 ou 3 morceaux de temps quelque part à chaque semaine pour faire un petit peu de ce que ça prend pour terminer le cours. Il va y avoir 4 ou 5 différents types de matériel pour chacun des cours. Le premier, plus important, c'est les lectures que vous devez faire. Ces lectures-là doivent être faites de façon relativement attentive. Il n'y en a pas beaucoup de lectures, vous n'avez pas des centaines de pages à lire à chaque jour, mais il faut les faire correctement et s'assurer d'avoir bien compris. Ça veut pas dire apprendre des détails et savoir quelle est la date de naissance de l'auteur, puis ce genre de choses-là. Ça, c'est absolument sans aucune importance. Ce qu'il faut que vous soyez certain de comprendre, c'est l'argumentaire de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur est en train de nous expliquer au juste ici?
Et évidemment, lire le titre, ça aide déjà. Mais en lisant une première fois très rapidement le texte, souvent, on peut avoir quand même une certaine idée de c'est quoi le fil directeur. Qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer au juste? Et la deuxième plus importante chose, comment il prouve, comment est-ce qu'il détermine que ce qu'il dit est vrai et mieux qu'une autre personne. Donc, il faut absolument vous souvenir de ces deux choses-là. L'argumentaire et comment est-ce que l'argumentaire est soutenu par une démonstration. Okay? Ça peut être une démonstration purement logique ou ça peut être une démonstration empirique, c'est-à-dire qu'il y a des faits, il y a des preuves qui sont apportées et qui disent voici comment la réalité s'organise pour cet auteur-là. La deuxième chose, le deuxième type de choses importantes, c'est évidemment les notes du cours. Les notes du cours vont être accompagnées, pas tout le temps et pas en totalité, mais très souvent. En fait, la plupart des cours ont au moins un diaporama PowerPoint que vous pouvez télécharger et suivre à mesure que vous lisez les notes. Il y a des illustrations là-dedans qui vont vous servir. Il n'y a rien de plus que dans les notes, mais il y a l'illustration des notes. Il y a des graphiques, il y a des photos, etc., qui vont vous permettre peut-être de mieux comprendre. Ça peut servir aussi de trucs mnémoniques, c'est-à-dire que ça vous aide avec l'addition d'une image sur les mots. Ça peut vous aider à mieux vous souvenir des concepts qui sont importants parce que, évidemment, je ne vais pas illustrer les concepts qui sont des détails, qui sont dans la dentelle de ce qu'on est en train de décrire, mais je vais illustrer le noyau même de ce qui est la théorie. Et donc, à ce moment-là, ça peut vraiment vous aider, je pense que ça peut vous aider à comprendre, mais ça va surtout vous apprendre, vous aider à vous souvenir de quoi il est question dans cette théorie-là. Dans le module 1, on va parler des explications de la criminalité comme fait social et on va essayer de faire l'inventaire des théoriciens qui se sont penchés sur le crime comme fait social et sur les causes du crime, les causes sociales du crime. Ça veut dire, est-ce que, par exemple, question super typique, est-ce que la pauvreté cause le crime? On a un fait social qui cause un fait social, la criminalité. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher dans le groupe 1, dans le module 1. On va voir tous les effets sociaux qui, disons, s'accumulent vers l'individu et causent sa criminalité. Dans le module 2, il va être question des perspectives individuelles, donc des théories qui montrent comment l'individu influence son contexte social, qui est exactement l'inverse du module 1 où on voyait le social s'abattre sur l'individu et le manipuler comme une marionnette. Donc on a ici la perspective montante ou qu'on appelle individualisme méthodologique. Dans le module 3, on va parler de culture. Pas la culture au sens ballet canadien, grands peintres internationaux, etc., mais la culture au sens où on apprend à reconnaître les choses autour de nous avec ce qu'on a appris auparavant. Et ça commence ici avec les Schtroumpfs, entre autres. Dans les Schtroumpfs, si vous regardez, il y a un premier degré là-dedans, il y a même un deuxième degré souvent, mais il y a aussi des histoires qui nous montrent comment bien agir, comment mal agir, quelles sont les règles qu'il faut suivre, quelles sont les conséquences de ne pas suivre ces règles-là. Des fois, les conséquences, c'est juste qu'on est perçu comme étant un excentrique. Et des fois, les conséquences sont plus graves. Bon, ça reste des Schtroumpfs, mais les conséquences peuvent être quelque chose comme l'exclusion du groupe. Une autre conséquence peut être une punition quelconque, comme le méchant magicien qui se fait donner un coup de bâton sur la tête, ou je ne sais pas trop quel genre de choses comme ça. Et donc, vous avez à travers... Ça commence avec les Schtroumpfs, et vous avez ensuite un immense empilement constant à travers toutes les minutes de votre vie, en fait, la répétition de ces histoires-là qui tranquillement vous apprennent, à force de répéter, qu'est-ce qui est la bonne chose à faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour être bien perçu, pour bien paraître dans un groupe. La culture, ça se véhicule à travers tout ça. Ça se véhicule évidemment à travers la télévision, les films, la radio, l'Internet. Aujourd'hui est un véhicule de culture passablement important. Et comme je vous dis, tous ces produits culturels-là vont dans une direction relativement parallèle, c'est-à-dire qu'ils vont vous présenter des histoires qui tendent à dire à peu près la même chose au sujet de la conduite qu'il faut adopter. Quand on y pense du produit culturel, il y en a tellement, on est tellement assailli de produits culturels, industriels, etc., que l'ensemble de ce qu'on perçoit être notre réalité
est fortement médiatisé par toute cette information-là qui nous vient de millions et de millions de choses qu'on voit. Pensez seulement à la publicité. Dans la publicité, il y a des histoires également, des histoires qui ne sont pas complètement explicites, qui sont souvent très, très implicites, mais qui évoquent tout de même des standards culturels généralisés qui nous aident à reconnaître ce qui est bien, ce qui est mal, entre autres. À reconnaître aussi les produits et à les acheter. Et ça, on parlera de la société de consommation un peu plus tard. Mais pensez seulement à la façon dont ces histoires-là, à force de se répéter, continuent de vous faire comprendre la société d'une façon particulière. La réponse policière est la première chose à quoi on pense quand on pense réaction au crime. Et dans le module 4, on va parler justement de cette réaction-là, de toutes les formes qu'elle prend. Et on va voir que la réponse policière, évidemment, en tant que forme la plus visible, on va en parler beaucoup parce que ça explique beaucoup de choses dans notre société. Ça explique les statistiques criminelles qui sont prises à partir des activités de la police et ça explique l'activité des cours, etc. parce que la police, évidemment, est la porte d'entrée du système judiciaire. Mais la réaction à la criminalité, c'est beaucoup plus large que ça. On peut penser aux médias. Les médias réagissent à la criminalité. Ils n'interviennent pas, mais ils réagissent en écrivant toutes sortes d'articles au sujet de la criminalité et évidemment en écrivant des articles au sujet de la police également. Et de simples citoyens réagissent à la criminalité tout le temps. En fait, la première forme et peut-être la plus importante forme de réaction à la criminalité, c'est celle du citoyen qui fait une forme de contrôle social primaire bien avant que la police arrive. Et évidemment, si ce contrôle social-là ne fonctionne pas, il peut bien faire appel à la police et c'est souvent ce qui va arriver. Mais dans bien des cas, le contrôle social primaire effectué par le citoyen en tant que réaction sociale à la criminalité est super efficace et enraye la criminalité avant qu'elle se rende à la police. La seule chose que j'aimerais vous rappeler en dernier, c'est de vous assurer de bien faire vos lectures à temps et de participer au blog, parce que le blog, ça compte dans vos évaluations. Donc, sur ça, je vous laisse et on se revoit en classe virtuelle.